bonsoir. À la une de l'actualité de ce lundi 31 août, les 13 commissaires de la HAC ont prêté serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle. Ils ont juré de remplir fidèlement leurs fonctions en toute impartialité. Et puis une mission d'électricité de Guinée DG était récemment en Haute-Guinée. Elle est allée évaluer les besoins réels des populations de cette zone en matière d'électrification. Les Échos, c'est dans ce journal. Enfin, ce geste salutaire du Centre national d'orthopédie vient d'offrir ici à Conakry des appareils orthopédiques fabriqués sur place aux personnes vivant avec un handicap. Plusieurs autres personnes à mobilité réduite en bénéficieront à travers le pays. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir, très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition qu'on démarre par ce communiqué du gouvernement qui va être lu par Sekouba Savané, le directeur général de la RTG. Monsieur Savané, bonsoir. Bonsoir Makale, plutôt le communiqué du Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel. Communiqué de presse du RPG Arc-en-Ciel. À la suite des conventions nationales de la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, le 3 août 2020 au jardin du 2 octobre, et de celle de notre parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, qui s'est tenu les 5 et 6 août 2020 au Palais du Peuple à Conakry, nous, parti de la majorité présidentielle, partis alliés, mouvements de soutien, sympathisants et population, tous favorables à la candidature du président Alpha Condé, avions invité le chef de l'État à briguer un nouveau mandat, comme l'autorise la nouvelle constitution adoptée par référendum le 22 mars 2020. Au cours de ces rencontres, réunissant la majorité présidentielle et ses alliés, le président de la République avait pris acte de notre invitation, mais avait demandé à chacun d'entre nous de continuer à réfléchir sur l'adoption d'un nouveau pacte de candidature et de gouvernance dont la finalité serait de faire désormais la politique autrement et gouverner autrement pour les années à venir. Pour le professeur Alpha Condé, il s'agit notamment, professait-il, d'intégrer un certain nombre de principes destinés à prendre en charge les préoccupations essentielles et majeures de notre nation pour améliorer le bien-être de nos populations et poursuivre la construction d'un avenir meilleur pour l'ensemble des Guinéens, notamment les jeunes et les femmes, tout en continuant à défendre la stabilité de notre modèle politique basé sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce nouveau pacte qui prône une politique d'ouverture sera un cadre propice au rassemblement des Guinéennes et Guinéens autour de la préservation de l'intérêt général. Entre autres priorités, il s'agit de poursuivre la modernisation de notre administration par le rajeunissement et la féminisation de ses effectifs, d'amplifier la croissance économique tout en veillant à sortir le plus grand nombre de Guinéens et de Guinéennes de la pauvreté, de lutter contre la corruption et d'améliorer la qualité des services publics à la base. Aussi, ce mandat permettra de faire de la préservation de l'environnement un objectif de notre stratégie nationale de développement, etc. La prise en compte de tous ces impératifs a fait l'objet d'une proposition de pacte de travail que nous, partis de la majorité, partis alliés, sympathisants et population, avons soumis au chef de l'État en prenant l'engagement ferme d'agir à ses côtés dans la perspective de cette élection présidentielle du 18 octobre 2020 et pour l'application de son programme. Suite à notre adresse transmise à notre candidat choisi, le professeur Alpha Condé, nous avons l'immense privilège et le bonheur d'informer la population guinéenne que celui-ci a accédé à notre demande. Le président Alpha Condé sera bien notre candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Nous demandons
à toute la population, aux organisations politiques et sociales, à l'ensemble des militants et sympathisants, à tous les citoyennes et citoyens de Guinée de se tenir prêts à défendre le programme de société de notre candidat pour une Guinée unie, libre, prospère et émergente. Fait à Conakry le 31 août 2020, signé la direction du RPG Arc-en-Ciel et la coordination démocratique pour le changement dans la continuité CODEC. Merci au directeur général Sekouba Savani qui nous lisait donc un communiqué du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience cet après-midi le président de la fondation Djeriba Diaby. En cette veille de la consultation électorale présidentielle, la promotion du dialogue social en Guinée était au menu de cette audience. Abdoulaye Ningilande Diallo, Alpha Isiagaba. Au cours de cet tête-à-tête, Elhadji Djeriba Diaby a tout d'abord félicité l'honorable Amadou Damaro Camara pour son élection à la tête de l'institution parlementaire. Ensuite, dans les débats, l'ambassadeur de l'APS et ses compagnons ont évoqué plusieurs sujets liés par exemple au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion du dialogue. Nous sommes venus voir M. le Président de l'Assemblée nationale pour lui parler de notre inquiétude, comme vous le savez. Très bientôt, nous allons aller tout droit d'une élection capitale dans notre pays. Il ne s'agit pas d'élections communales, ni d'élections parlementaires, mais il s'agit d'une élection présidentielle, où tous les Guinéens doivent se retrouver autour de la paix pour élire leur président de la République. C'est un seul fauteuil qui est dédié à une seule personne. Ce n'est pas pour 1000 personnes, mais c'est pour une seule personne. Pour ce faire, les Guinéens, chacun doit se retrouver dans cette élection pour que ça puisse être une élection pour tous. Depuis plusieurs années, l'hôte de marque du président de l'Assemblée nationale fait de la promotion de la paix son véritable cheval de bataille. Une démarche saluée par le bureau du Parlement guinéen. Et le président de l'Assemblée nationale l'a rassuré de son entière disponibilité à prendre part à tous les dialogues que la Fondation va initier, que l'ambassadeur de la paix va initier. Et que de son côté, il ne trouve aucun obstacle à ce qu'on aille vers le dialogue afin d'instaurer une paix durable dans le pays. Cette initiative intervient quelques semaines seulement avant la tenue de l'élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain. Je vous le disais dans les titres, les 13 commissaires de la haute autorité de la communication ont prêté serment ce lundi devant la Cour constitutionnelle. Nommés le 24 août 2020 par un décret présidentiel, ces commissaires, à leur tête Aboubacar Yassine Diallo, entament un mandat de 5 ans. Ils ont désormais la charge de réguler les médias en toute impartialité. Mamadou Saliouba. Ils étaient au grand complet ce matin à la Cour constitutionnelle. Les 13 nouveaux commissaires de la haute autorité de la communication ont prêté serment l'un après l'autre devant les membres de la Cour constitutionnelle. Ils entament un mandat de 5 ans à la tête de l'instance de régulation des médias en Guinée. Vous êtes investis d'une mission noble, mais complexe et difficile. Elle consiste à garantir et à assurer essentiellement la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse, mais dans le respect scrupuleux de la loi. La régulation, c'est promouvoir, protéger cette liberté, mais c'est aussi sanctionner, lutter contre les manquements, l'intolérance, la désinformation, l'intoxication. Venus des associations professionnelles et des institutions républicaines, ces commissaires de la haute autorité de la communication devront travailler à la consolidation de la liberté de la presse et des acquis démocratiques. Un défi
que la nouvelle équipe compte relever. Le premier objectif, ce sera de nettoyer la presse. Elle est envahie par des individus qui n'ont rien à y faire et il faut que les journalistes puissent se retrouver entre eux et parler de l'avenir de la profession. Et naturellement, vous savez également qu'on s'achemine vers des élections et nous allons travailler à ce que tous les candidats soient traités au même pied d'égalité. Ça sont des priorités. Dans l'exercice de sa mission, la nouvelle équipe de la Haute Autorité de la Communication pourra compter sur la collaboration des professionnels de l'information. En tant que président de l'audiovisuel privé de la Guinée, même si ce sont mes organes qui faute que nous subissons les rigueurs de la loi, il faut qu'on arrête avec la complaisance dans ce pays. Il faut que les gens se mettent au travail. Cette prestation de serment des commissaires de la Haute Autorité de la Communication précède leur installation officielle prévue ce mardi au palais du 25 août. Puisqu'on parle des médias, ils ont joué un rôle important dans la riposte au Covid-19. La bonne gestion de l'information a contribué au changement de comportement des citoyens face à la pandémie. Mais tout n'est pas acquis. Des insuffisances sont signalées. Des insuffisances que les médias et l'ANSS comptent bien corriger ensemble. Mamadi Ternaka Misoko. Partenaire incontournable dans la lutte contre le Covid-19, la presse nationale a joué un grand rôle dans le cadre de l'information et la sensibilisation des populations sur les risques liés à la pandémie mondiale. Après 6 mois de travail acharné, journalistes, partenaires et équipes de la cellule de communication de l'ANSS évaluent l'apport des médias locaux. Cet espace d'échange a permis de cerner les acquis et faiblesses des différents articles et reportages réalisés depuis le 12 mars dernier, date de la déclaration du premier cas de Covid-19. Du 12 mars jusqu'à la date d'hier 28, on a vu que la presse guinéenne a fait un travail remarquable puisque 6400 et quelques articles ont été publiés concernant uniquement la presse en ligne. Mais nous avions constaté l'orientation des différentes publications que c'est beaucoup plus sur la communication concernant les données journalières et en plus de ça aussi c'est la couverture des dons et ensuite aussi ça concerne beaucoup les aspects opérationnels. Mais peu d'articles concernent surtout la communication sur la connaissance de la maladie, les moyens de prévention, les conduites à tenir ou les informations utiles qui peuvent permettre aux gens de prendre des décisions pour s'orienter par rapport au centre de traitement. L'Agence nationale de sécurité sanitaire souhaite que la presse aide à faciliter l'adhésion des citoyens aux mesures de prévention contre la maladie. Côté médias, des doléances ont été présentées pour le libre accès des journalistes aux informations. On n'est pas là pour juste qu'on nous dise ce qu'il faut faire, mais on est là pour discuter avec eux, savoir ce qu'il faut faire ensemble. L'objectif recherché, c'est le fait de mettre fin à la Covid-19 en Guinée. Et ça, pour le faire, il faut le faire ensemble. La presse a toujours accompagné cette riposte. C'est un problème de tout le monde, c'est un problème sanitaire, donc ça nous concerne tous. Alors nos recommandations ont été, disons, à la cellule de communication de diversifier les relations avec la presse parce qu'ils ont tendance à cibler certains organes, alors que chaque organe a son audimat. Il s'agit de la toute première évaluation de l'apport de la presse à la riposte en cours dans le pays. L'équipe de l'ANSS et les partenaires comptent instaurer ce genre de débat avec les hommes de médias dans le but de conscientiser les Guinéens sur les dangers de la maladie à coronavirus. On enchaîne avec ce communiqué du gouvernement. Le Conseil interministériel de riposte à la Covid-19 s'est réuni en session ordinaire ce lundi 31 août 2020. Le Conseil s'est réjoui de la réouverture des classes intermédiaires à compter de ce mardi 1er septembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. À cette heureuse occasion, le Conseil tient à rappeler les mesures de barrière sanitaire à l'intention des parents d'élèves, élèves et encadreurs pour réduire les risques de propagation dans les établissements.
Ces mesures sont entre autres le lavage régulier et systématique des mains, le port correct des bavettes, couvrir le nez et la bouche, la distanciation sociale, faire consulter dans une formation sanitaire tout enfant présentant les signes d'infection respiratoire comme la toux, le rhume, les maux de gorge, etc. Par ailleurs, le Conseil invite les encadrements des départements en charge du système éducatif et les parents d'élèves et étudiants, chacun en ce qu'il concerne au respect scrupuleux des présentes mesures. Le Conseil souhaite une bonne reprise des cours et compte sur l'esprit de compréhension de chacun et de tous afin que l'année scolaire puisse s'achever sans Covid-19. Le Conseil. Électricité de Guinée au contact des réalités sur le terrain en Haute-Guinée, la mission conduite par son directeur général est allée s'enquérir de l'état d'avancement des projets d'électrification en cours. Lancé Koulibaly. C'est dans la dynamique de l'exécution du programme d'électrification des villes du pays que cette mission de l'EDG est à Siguiring pour évaluer la situation. Dans cette ville dont la desserte en électricité est assurée par la SAG, il s'agira de mettre en ligne la centrale thermique avec de nouveaux groupes de grande capacité. Toutes choses susceptibles d'améliorer la desserte du courant électrique à Siguiring. Nous sommes dans un programme d'électrification ou de renforcement de l'électrification au niveau national sous la direction et comme tel que demandé par son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Donc notre venue ici aujourd'hui, c'est de faire le diagnostic de ce problème et apporter les solutions qui sont nécessaires pour que cette ville connaisse enfin, en tout cas sa part de joie pour la distribution de la bonne desserte d'électricité dans cette ville. En compagnie des autorités préfectorales, la mission de l'EDG a visité le site du futur siège commercial au centre-ville et celui devant abriter d'éventuels groupes thermiques à Kokoron, situé à plus de 5 km de la ville. Ça sera un grand ouf de soulagement pour la population de Siguiring. Parce que notre besoin aujourd'hui, c'est le courant, l'eau et la route. Et Dieu merci, nous avons commencé les routes, nous avons commencé l'eau et aujourd'hui, c'est l'EDG qui est là, qui est prêt à faire le lancement pour que Siguiring soit complètement électrifié. De Siguiring, cap sur Kanka, une ville qui vient d'être dotée de groupes électrogènes par le chef de l'État. Il était question pour la mission de constater le fonctionnement effectif des groupes à la centrale thermique. Ces groupes ont été offerts par le président de la République et ils ont été entièrement installés par l'équipe de EDG. Donc je suis venu ici pour constater la mise en place effective et le fonctionnement de ces groupes. C'est avec grande fierté que je constate aujourd'hui que mon équipe est une équipe compétente et qui est capable vraiment de transformer les choses. Donc ceci est un bel exemple. La centrale thermique de Kankan a progressivement évolué. À date, le nombre de groupes disponibles nous permet d'alimenter tous les transformateurs disponibles au réseau. Il n'y a plus question de faire la rotation entre les transfos. Vous constaterez depuis plus d'un mois que tout Kankan est alimenté à la fois grâce à l'installation des nouveaux groupes, plus les anciens groupes qui étaient avec nous. Le directeur général de l'EDG s'est félicité de l'environnement de travail à Kankan avant d'exhorter les cadres à maintenir ce cap. Les préfectures de Kouroussa, Dabola, Bofa et Boké seront les prochaines étapes de cette mission. Le gouvernement guinéen bénéficie de plusieurs soutiens dans la lutte contre les migrations irrégulières. Outre les institutions telles que l'OIM, la société civile guinéenne aussi s'implique dans le combat pour promouvoir l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes et des femmes dans nos régions. Mamadou Paté Baldé. La promotion de l'employabilité des jeunes et des femmes et la lutte contre le chômage sont autant de défis que le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement comptent relever.
Pour appuyer cet ambitieux programme, les consortiums Eclosio, Trias, Oser Innover et CADES ont mis en place le projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile dans les régions de Kindia, Mamou, Labé et Cancan pour l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous constatons que souvent les solutions sont apportées vers là-haut, au niveau des populations locales, alors que ceux qui sont responsables, ceux qui sont victimes doivent contribuer à ce débat-là et sachent mieux quelle solution ou quelle approche ils veulent aborder pour les permettre d'accéder à l'emploi qu'ils veulent. Pour atteindre ces objectifs, le consortium compte sur l'appui technique et financier de l'Union européenne, principal bailleur de fonds du projet Kimalakan. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, nous avons 2 produits qu'il faut déjà mettre en place sur le terrain, c'est-à-dire la mise en place des dispositifs d'accompagnement des jeunes et des femmes. Deuxièmement, le renforcement des capacités des ESC à s'impliquer davantage dans la mise en place des activités qui peuvent retenir peut-être ici les jeunes qui sont candidats à la migration. Les organisations de la société civile apprécient hautement ce projet en faveur des jeunes et des femmes de ces régions du pays. Ils ont donné leur engagement par rapport à la mise en œuvre, par rapport au suivi et l'élaboration de ce projet. Donc nous aussi, à notre niveau, c'est de leur dire que nous sommes, en tant qu'organisation de la société civile, en tant qu'acteurs de développement, nous sommes engagés, nous sommes motivés à les accompagner dans leur initiative. Le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, aime à dire que consommons guinéen, c'est une très bonne chose. Produisons guinéen et consommons guinéen, c'est une très bonne chose parce que à partir de chez nous ici, on peut avoir ce qu'on pense avoir à l'extérieur. Donc vraiment, encore une fois, nous encourageons ce consortium d'ONG pour avoir pensé à organiser cette rencontre. Dans ces régions, le projet envisage mettre en place 8 cadres de concertation afin de résorber de manière significative le départ massif des candidats à l'immigration à travers des alternatives d'employabilité dans les zones d'intervention du projet Kimalakan. Dans l'actualité également, après un mois de repos biologique, les activités reprennent dans les eaux maritimes guinéennes à partir de ce 31 août à minuit. Une gestion responsable des ressources halieutiques que soutient l'État guinéen à travers l'appui des acteurs de la pêche pour un approvisionnement abondant des marchés en poissons. Ansoumane Toumani Camara. Après 31 jours de suspension, les activités de la pêche artisanale avancée et celles industrielles reprennent ce 1er septembre dans les eaux maritimes guinéennes. La réouverture de la dite zone prend effet à compter du 1er septembre 2020 pour les navires détenteurs de licences ou de permis de pêche en cours de validité. J'ose espérer que la période de fermeture de la zone de pêche a favorisé la reproduction des espèces de poissons et la reconstitution des stocks qui, exploités de manière responsable, permettra aux populations présentes et futures de notre pays d'en tirer le meilleur profit. La reprise des activités de la pêche maritime vient ainsi conforter l'État dans ses initiatives d'appui aux acteurs du secteur durement affectés par le Covid-19. Pour davantage approvisionner le marché en poissons, 50 milliards de francs guinéens de prêts sont octroyés à 6 sociétés de pêche industrielle et 4 autres milliards pour les mareyeuses et les femmes fumeuses de poissons. Nous sommes à la deuxième phase du plan de riposte sur l'instruction du président de la République. Nous protégeons les consommateurs. Nous protégeons l'économie réelle et nous faisons de cette pandémie une opportunité économique pour relancer et booster davantage l'économie nationale. Ces prêts, avec un taux de 5%, visent à relancer les activités de production et de commercialisation de produits de la pêche. Cela pour alléger le panier de la ménagère. Parallèlement, l'État renforce ses dispositifs de surveillance en mer pour une gestion durable et responsable des ressources halieutiques.
Par ailleurs, la 18e journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée ici en Guinée, une célébration sur fond de bilan en ce qui concerne les réalisations faites au cours des années précédentes, une opportunité saisie par le ministre de la Santé pour lancer un appel à la promotion de la médecine traditionnelle. Reportage Saamara Tolno. Cette 18e journée africaine de la médecine traditionnelle est célébrée sous le thème 2 décennies de médecine traditionnelle africaine, progrès réalisés dans les pays. Un thème pour encourager les responsables en charge de la santé des pays africains à faire le diagnostic de la situation de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé. En Guinée, de 2001 à 2020, le gouvernement a réalisé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale de médecine traditionnelle, les principales actions ci-après. 1. La mise en place des associations de tradipraticiens. 2. La formation des membres de ces associations sur la politique de médecine traditionnelle. 3. La formation des tradithérapeutes sur la prévention contre le VIH et les maladies. 4. La création d'un centre de recherche et de valorisation des plantes médicinales à Dubreka. 5. L'enseignement de la médecine traditionnelle à la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamel Abdel Nasser de Conakry. Si des avancées sont notifiées dans le secteur, la médecine traditionnelle africaine reste confrontée à un certain nombre de défis. Au nombre des défis que le gouvernement entend relever au cours des prochaines années figure la matérialisation de la nécessaire complémentarité entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle par l'intégration des données de la médecine traditionnelle dans le système national d'information sanitaire. L'établissement de la cartographie des interventions et des intervenants en matière de médecine traditionnelle. L'allocation des ressources financières pour une meilleure prise en compte de la médecine traditionnelle dans le système de santé. L'amélioration de la documentation et de la recherche, en particulier la création d'un institut national de médecine traditionnelle. La collaboration intersectorielle en matière de médecine traditionnelle. Pour encourager les professionnels de santé, leaders communautaires et ONG à promouvoir la médecine traditionnelle, le département de la santé annonce plusieurs activités pour le mois de septembre. Troisième titre de ce journal, le Centre national d'orthopédie fabrique et offre des membres artificiels aux personnes vivant avec un handicap dans la zone de Conakry. Ces appareils orthopédiques sont financés par le gouvernement grâce au budget national de développement avec un but précis, atteindre le maximum de personnes à mobilité réduite en Guinée. Reportage Mohamed De Camara, Abdoulaye Ningilandi Diallo. Faire de l'inclusion sociale des personnes handicapées une réalité, c'est le défi que le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables s'est assigné. Pour réduire la pénibilité de certains enfants et adultes à mobilité réduite, 22 personnes handicapées bénéficient des appareils orthopédiques. Principal défi, permettre à cette couche de vaquer à leur occupation quotidienne. Et après une enquête sociale, familiale, donc ces personnes ont été choisies parce qu'elles sont démunies, elles n'ont aucune structure de prise en charge derrière elles. Ces 22 personnes sont tous des amputés, c'est-à-dire des personnes qui, par suite d'accidents de la voie publique, ou par suite de maladies comme diabète, ou par suite de morsures de serpents, et également ceux-là qui naissent avec une certaine déformation. Je suis contente là où je suis comme ça, je suis fier de la orthopédie. Et je remercie Dieu encore. Toujours, je vais me courager pour me battre, pour que je vais devenir quelque chose pour mes parents. À la toilette, la personne m'aide. Ces appareils orthopédiques fabriqués par le Centre national d'orthopédie sont financés par le budget national de développement. Je remercie le président de la République pour sa vision de débarrasser la société guinéenne de toute forme de vulnérabilité. Vous savez, l'homme est constitué de membres. Lorsque vous perdez un membre, il va sans dire que vous êtes diminué. Aujourd'hui, donner vraiment des appareils à ces enfants, à ces personnes, c'est un peu leur donner leur dignité pour qu'ils puissent, pour les enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école, ce qui
parce que c'est eux l'avenir du pays, et ces personnes âgées pour qu'ils puissent vaquer à leurs affaires. L'ambition du Centre national d'orthopédie qui relève du département des personnes vulnérables compte appareiller et réappareiller d'ici la fin de l'année le maximum de personnes qui souffrent d'un handicap physique. Nous partons à présent pour Saraboido, dans la préfecture de Koundara. Là-bas, vous allez le voir, s'investit un fils du terroir pour la paix et la quiétude sociale dans la localité.